Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce second webinaire de la plateforme pour la mobilisation des ressources intérieures publiques qui est consacré aux dépenses fiscales dans l'ensemble de leurs problématiques puisqu'il s'agit d'aller cette fois-ci de leur évaluation à leur rationalisation. Alors, ce thème qui a été choisi est vraiment très important puisqu'il constitue une des priorités de la stratégie ministérielle pour la mobilisation des ressources intérieures publiques. L'évaluation des dépenses fiscales, c'est un outil effectivement qui permet, qui est très appréciable parce qu'il permet d'initier un cercle vertueux en matière de mobilisation des recettes, dans la mesure où, bien évidemment, il a un effet direct sur l'élargissement de l'assiette, mais qu'il a aussi un impact tout à fait positif sur les performances des administrations et qu'il permet aussi d'améliorer le consentement à l'impôt dans la mesure où il améliore la transparence, qu'il y améliore aussi l'efficacité des dépenses fiscales et donc qu'il joue aussi en termes de redevabilité. Alors, le déroulé de ce webinaire sera le suivant. On aura tout d'abord la présentation d'une note introductive générale sur les dépenses fiscales qui sera présentée par Émilie Caldera, qui est maître de conférence au CERDI et expert à la FERDI. Je ferai ensuite un bref résumé des réflexions de la FERDI sur la rationalisation des dépenses fiscales. Puis, on aura des présentations de plusieurs experts qui nous font part de leurs expériences de terrain, avec d'abord une intervention d'Ismaïla Diallo, qui est secrétaire général adjoint du CREDAF et qui a eu une expérience de terrain au Sénégal, puisqu'il a joué un rôle important dans les premières évaluations des dépenses fiscales dans son pays. Ensuite, Benoît Tananga nous présentera l'expérience du Cameroun. Elle est chef de projet dépenses fiscales à la Direction générale des impôts de ce pays. Ali Gembri interviendra par la suite. Il est expert DGFiP mobilisé sur un projet de l'Union européenne en Haïti. Et puis, nous terminerons ces présentations par celle d'Abasso Traoré, directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure à la commission de l'UMOA, qui lui apportera une dimension plus régionale à nos réflexions sur cette question des dépenses fiscales. Voilà, donc eh bien, sans plus attendre, je passe la parole à Émilie pour présenter cette note introductive. Émilie. Oui, bonjour à tous. Merci Anne-Marie. Donc effectivement, je vais dire quelques mots introductifs sur le sujet qui est désormais assez largement traité depuis un certain nombre d'années, avec l'idée peut-être d'attirer l'attention sur un certain nombre de points et notamment sur les erreurs à ne pas commettre quand on s'engage dans un processus d'évaluation des dépenses fiscales. Donc, depuis plusieurs années désormais, donc l'analyse des dépenses fiscales suscite un fort engouement dans la mesure où la mobilisation des recettes intérieures est considérée comme la principale source de développement et que l'analyse des dépenses fiscales devrait contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale. Une telle démarche est d'autant plus indispensable dans un contexte où la mobilisation des recettes est un enjeu pressant, puisque l'aide publique au développement a tendance à s'orienter davantage vers l'aide humanitaire et les budgets des bailleurs pourraient être réduits dans le contexte de crise que l'on connaît aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, pour clarifier les choses, qu'est-ce qu'une dépense fiscale? Alors l'OCDE définit une dépense fiscale comme étant un transfert de ressources publiques résultant d'une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, donc une dépense directe. Plus précisément, donc la dépense fiscale se caractérise par deux choses. Petit 1, une perte de recettes pour l'État et petit 2, un écart par rapport à la norme fiscale, donc un système fiscal de référence qu'il convient donc de définir. Autre point important dans cette définition, c'est que la dépense fiscale est vue comme une alternative à la dépense publique, ce qui permet de rappeler dans ce contexte qu'elle implique la même redevabilité qu'une dépense publique et doit finalement faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle similaire. De la même manière que les gouvernements sont redevables de la qualité des dépenses publiques, la qualité des dépenses fiscales vis-à-vis de leurs coûts, mais aussi de leur gestion et de ses effets également, doit être étudiée.
Donc, pour une bonne pratique de l'exercice d'évaluation des dépenses fiscales, il faut avoir en tête son objectif final, qui est celui d'éclairer la politique fiscale. Anne-Marie en parlera plus amplement ensuite. Mais pour pouvoir éclairer la politique fiscale, cette démarche implique deux choses. La première, c'est celle qu'on connaît davantage, la première étape, c'est celle d'évaluer le coût budgétaire des mesures fiscales qui dérogent à la norme. Mais le deuxième point, la deuxième étape de la démarche, c'est d'apprécier la pertinence des dépenses fiscales quant aux objectifs qui lui sont attribués. Et seule l'association de ces deux évaluations peut permettre de contribuer à la rationalisation du système d'imposition. Il est aussi important de rappeler que l'analyse des dépenses fiscales n'entraîne pas forcément une suppression systématique des avantages accordés. Elle va certes dans le sens d'une rationalisation de la politique fiscale, d'une prise de conscience que cela implique en termes de fragilisation de l'administration et de hausse des taux standards, mais ça n'implique pas forcément une suppression automatique de toutes les dépenses fiscales qui sont étudiées, bien sûr. Donc, peut-être quelques mots sur chacune des étapes. Donc, la première étape, donc l'évaluation du coût budgétaire des dépenses fiscales. La première chose à dire sur l'importance de cette étape, c'est sans doute que le premier point, c'est qu'elle participe à une plus grande transparence budgétaire. En effet, certaines exonérations ou régimes dérogatoires relèvent de la loi, du code des impôts, du code des douanes, code des investissements ou autres, mais d'autres relèvent de conventions d'établissement particulières, et donc de décisions davantage discrétionnaires et qui peuvent être opaques à la population. D'où l'intérêt de réaliser ces évaluations de coûts budgétaires et de les rendre publiques. C'est d'ailleurs l'objet d'une décision de la commission de l'UMOA qui a imposé aux États membres depuis 2015 de pratiquer cet exercice et de l'adjoindre en annexe aux lois de finances. D'autre part, afin de réaliser rigoureusement ce premier exercice d'évaluation du coût budgétaire des dépenses fiscales, il est important d'adopter dès le début de bonnes pratiques. Et pour cela, il est important d'avoir en tête que cet exercice, c'est une démarche graduelle. C'est une démarche graduelle et dans un premier temps, il est préférable d'avoir un périmètre d'analyse restreint face à des capacités institutionnelles qui sont souvent limitées et à des données qui ne sont pas toujours disponibles et de procéder de manière évolutive, graduelle, pour le faire en toute rigueur. C'est l'objet, cette question est notamment l'objet de la réalisation d'un guide qui a été fait par la FERDI à la suite du guide du CREDAF en 2015 qui donnait les grands principes en matière d'évaluation. L'objectif du guide de la FERDI était de reprendre les 3 étapes d'évaluation du coût budgétaire des dépenses fiscales en détail pour essayer d'éclairer au maximum cette démarche en toute rigueur. Donc, les 3 étapes étant petit 1, la définition du SFR, petit 2, la revue de toutes les mesures dérogatoires et l'identification de celles qui dérogent au SFR et qui donc constituent une dépense fiscale. Et enfin, petit 3, l'estimation du coût de ces mesures. Alors, pour l'évaluation du coût de ces mesures, il existe plusieurs méthodes, mais généralement, on retient la plus simple qui consiste à considérer que le comportement du contribuable est inchangé avec ou sans la mesure dérogatoire. Et donc, finalement, l'évaluation du coût de la dépense fiscale revient à à estimer un manque à gagner entre ce qu'on aurait dû percevoir et ce qu'on perçoit réellement. Autre point à relever, mais Anne-Marie aussi en dira 2 mots. Certes, l'évaluation des dépenses fiscales ne consiste pas à évaluer un coût global des dépenses fiscales, comme le ferait une analyse en termes de tax gap. Au contraire, il est nécessaire d'évaluer le coût associé à chacune des mesures dérogatoires particulières. Et donc, certes, on abandonne l'objectif de chiffrer le coût global des dépenses fiscales, mais pour ça, on se donne une contrainte supplémentaire qui est celle d'utiliser pour l'évaluation des données fiscales et douanières détaillées.
Et donc, on en revient de nouveau à dire que l'exercice d'évaluation des dépenses fiscales est donc très dépendant de la capacité des administrations fiscales et douanières à constituer et à stocker des bases de données fiables et détaillées. Et donc, on revient à l'idée que l'objectif du processus d'évaluation des dépenses fiscales est graduel et est amené à évoluer au fil du temps. Et d'ailleurs, ça permet de rappeler que compte tenu de cela, comme le périmètre d'analyse est amené à changer au cours du temps, il ne peut pas être fait de comparaison ni internationale, ni même dans le temps du coût des dépenses fiscales. Les seules comparaisons qui peuvent être pertinentes, c'est celles qui seraient faites à périmètre d'évaluation égal. Donc, poursuivons peut-être avec juste quelques mots sur la deuxième étape de la démarche, donc l'appréciation de l'efficience de la dépense fiscale au regard des objectifs visés. Donc là, il s'agit d'évaluer l'efficacité de la mesure que l'on compare à son coût, préalablement mesuré, ce qui implique un travail là aussi rigoureux pour mesurer l'impact et essayer de distinguer de simples corrélations qu'on pourrait observer avec une causalité éventuelle. Donc, ces analyses sont très utiles. Elles sont faites généralement pour deux types de dépenses fiscales, celles qui consistent à des dépenses fiscales d'incitation à l'investissement et des dépenses fiscales de soutien à la consommation, donc essentiellement des exonérations de TVA. Et puis, ces études ont par exemple montré que les mesures dérogatoires telles que les crédits d'impôt ou les règles d'amortissement accéléré sont par exemple plus efficaces que des exonérations d'impôt sur les bénéfices dans certains pays. Elles ont pu montrer, en ce qui concerne les exonérations de TVA, que les bénéfices par tête de ces exonérations sont généralement une fonction croissante du revenu, et donc elles peuvent bénéficier finalement aux catégories des ménages les plus aisés, alors que ça n'est pas l'objectif de départ. On se rend compte également, au fil des études qu'on a pu mener, que la progressivité des exonérations de TVA, elle est très dépendante du type de produit qui est considéré et du pays dans lequel cette exonération est pratiquée, d'où l'intérêt de mener de manière quasi systématique de telles analyses. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il faut être modeste dans son approche de l'évaluation des dépenses fiscales, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'évaluation des dépenses fiscales est un outil limité, bien au contraire. On va généralement beaucoup plus loin que ce à quoi on s'attendait, parce que c'est aussi un outil qui va inciter à la création d'une structure qui va être dédiée à la politique fiscale au sein du ministère des Finances, qui peut renforcer le pouvoir de ce dernier, ce qui est absolument indispensable pour la conduite d'une politique fiscale qui est cohérente. La dépense fiscale, l'exercice d'évaluation des dépenses fiscales, c'est aussi un très bon indicateur, un très bon révélateur des dysfonctionnements au sein des administrations. On se rend compte de la non-disponibilité de certains textes, du manque de données, de l'inadéquation de certains outils informatiques, de l'absence de stockage de données ou de mauvaise communication entre les administrations. Donc, en ça aussi, l'exercice d'évaluation de dépenses fiscales est très riche. Anne-Marie aussi a eu l'occasion de faire une présentation sur le fait que les dépenses fiscales sont aussi une porte d'entrée pour l'accélération des réformes, et en particulier dans le cadre de l'usage du numérique, puisque finalement, l'exercice d'évaluation des dépenses fiscales, c'est une opportunité pour le faire apparaître, le numérique, comme un outil, et pas comme une contrainte, pas comme une fin en soi, mais qu'un outil qui peut faciliter la tâche des administrations. Donc voilà, c'est donc l'ensemble de cet exercice d'évaluation de la dépense fiscale qui peut initier le cercle vertueux pour la mobilisation des recettes qu'Anne-Marie évoquait en introduction. Encore faut-il aller au bout de la démarche qui est la rationalisation de ces dépenses fiscales. Et pour ça, je laisse la parole à Anne-Marie qui va en parler. Merci. Bien, merci, merci Émilie. Donc, moi, je vais vous dire quelques mots sur les réflexions qu'on a pu faire à la FERDI sur cette rationalisation des dépenses fiscales. Elles sont d'ailleurs sur le site de la FERDI, puisqu'on a publié une brève sur ce sujet. L'objectif final de la rationalisation,
c'est bien évidemment de présenter, d'établir un plan de rationalisation, c'est-à-dire un plan dans lequel on va proposer aux décideurs politiques un ensemble de dépenses fiscales dont la justification peut être est certainement discutable et mérite justement d'être considérée. Comme Émilie l'a dit tout à l'heure, la première étape indispensable au processus de rationalisation, c'est leur évaluation. Alors, on a bien conscience cette année qu'on veut identifier des mesures qui éventuellement vont être à supprimer, que cette évaluation doit être faite mesure par mesure. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence, elle l'a évoqué aussi, avec les évaluations des écarts fiscaux, parce que quand on fait une évaluation d'écart fiscal, de tax gap, là, on cherche à savoir, à estimer le coût global des dépenses fiscales par type d'impôt et non pas par mesure. Après cette première étape, la seconde étape, c'est celle qui consiste à examiner la légitimité de chaque mesure qui donne lieu à une dépense fiscale. Alors, cette légitimité, elle peut être appréciée d'abord au regard du cadre législatif, qu'il soit national, régional ou international, et puis ensuite au regard de la réalisation ou non de l'objectif initial qui est visé, qui doit bien évidemment avoir été précisé au moment où on a adopté le texte, qui doit être aussi mesurable, c'est-à-dire qu'il faut avoir les informations disponibles, et qui doit avoir été réalisé, c'est-à-dire qu'il faut conduire cette analyse, cette étude d'impact dont parlait également Émilie. Revenons à cette troisième étape, qui est celle de la rationalisation elle-même, puisqu'il s'agit là donc d'élaborer ce fameux plan de rationalisation qui doit être soumis aux décideurs politiques. La question qu'on se pose, c'est comment identifier les dépenses fiscales justifiées, notamment compte tenu de leurs coûts et de leurs bénéfices. Alors, ça, c'est ce qui va nous permettre, bien évidemment, d'identifier en conséquence celles dont on peut proposer la suppression, car elles ne sont pas justifiées. Alors, voilà la démarche que nous avons été amenés à proposer après réflexion, c'est celle d'essayer de procéder par étapes successives. La première de ces étapes, ça serait d'abord, à partir de la matrice de l'ensemble des mesures dérogatoires, d'identifier les dépenses fiscales qui sont sans base légale. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est celles qu'on appelle les exonérations ad hoc ou les exonérations exceptionnelles ou quelquefois les exonérations non prévues par les textes. Beaucoup d'États se sont déjà d'ailleurs engagés à les supprimer, mais il faut vraiment porter une attention particulière sur cette catégorie de mesures parce qu'il faut vraiment, là, ça paraît peu discutable, envisager de manière sérieuse leur suppression. La deuxième étape, une fois qu'on a fait ce premier tri, le deuxième tri qu'on peut faire, c'est d'identifier les mesures qui sont contraires aux dispositions régionales quand il y en a, par exemple aux directives communautaires. Alors là, on peut citer les exonérations de TVA qui ne sont pas dans les listes autorisées. Vous avez beaucoup de codes généraux des impôts qui prévoient des exonérations de produits, des exonérations de TVA pour certains produits qui vont bien au-delà de la liste qui est autorisée par les directives communautaires. Dans ce cas-là aussi, une suppression est envisagée. C'est la deuxième étape du tri. La troisième étape du tri, elle est un peu plus fine, c'est aussi de se poser la question, est-ce que les textes prévoient un objectif bien identifié à la mesure dérogatoire? Alors, en effet, si l'objectif n'est pas identifié, si c'est une mesure qui apparaît là aussi un peu ad hoc, elle peut avoir un fondement légal, mais elle apparaît non justifiée, là aussi, on peut envisager la suppression et l'intégrer dans le plan de rationalisation. Une fois qu'on a éliminé par ces trois étapes un certain nombre de mesures, il reste toutes les autres mesures pour lesquelles il faut, à ce moment-là, envisager de pouvoir mesurer l'impact soit social, soit économique de la dépense fiscale qu'elles impliquent. Alors, à faire des analyses d'impact, qu'ils soient sociales ou économiques, ça veut dire qu'il faut pouvoir disposer des compétences requises, d'avoir des données disponibles et aussi, ça prend du temps, donc cette étape va demander
un certain délai. Alors, on peut toutefois, on remarque toutefois que dans certains cas, et ça on a eu l'occasion de rencontrer ce cas, dans certains cas on s'aperçoit au stade de l'évaluation que certaines mesures, même si on a un objectif, représentent un coût tellement exorbitant relativement à l'objectif qu'on peut considérer qu'elles peuvent être éventuellement remises en question, même si on n'a pas pu en apprécier l'impact parce qu'on manquait soit de données, soit du temps nécessaire. Supposons maintenant qu'on ait pu réaliser ces études d'impact, soit économique, soit social. Si l'objectif n'a pas été atteint par la mesure, il est bien évident que la suppression va être proposée. Si l'objectif a été atteint, c'est différent. Là, la mesure peut être maintenue, mais on peut aussi, et on doit envisager aussi, qu'il est peut-être possible d'utiliser un autre outil pour atteindre le même objectif de manière plus efficiente. Et par exemple, plutôt que de faire une exonération, on peut envisager, pour atteindre le même objectif, de faire une subvention directe, par exemple, puisqu'on sait, par définition, qu'une dépense fiscale est l'équivalent d'une dépense budgétaire directe. Donc, voilà la démarche qu'on propose. Elle est itérative. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous constatez à partir de l'avantage de cette démarche, c'est qu'en termes de séquence, on note qu'il est toujours possible de proposer une première vague de rationalisation à partir du moment où on peut toujours réaliser les 3 premières étapes. C'est-à-dire qu'on peut trier les mesures qui sont les mesures qui n'ont pas de base juridique, celles pour lesquelles, celles qui sont contraires à des dispositions soit régionales, à des dispositions légales, soit régionales, soit internationales, ou celles qui n'ont pas d'objectif bien défini et qui paraissent être des exonérations ad hoc. Donc voilà, donc première constatation à partir de ce processus, si on l'adopte, de cette démarche, si on l'adopte, c'est que de toute façon, à court terme, il est possible de proposer un plan de rationalisation. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il convient, en même temps qu'on propose ce plan de rationalisation qui peut être soumis aux décideurs de politique à court terme, il convient, dès le début, de prendre en parallèle toutes les mesures nécessaires qui devraient permettre d'apprécier l'impact économique ou social des mesures qui restent. En particulier, il faut immédiatement lancer des analyses d'impact si les données sont disponibles, ou bien faire en sorte de prendre des mesures pour pouvoir disposer à terme des bases de données nécessaires que l'on pourra exploiter pour justement réaliser ces études d'impact. Si ces bases de données n'existent pas encore, ça implique de se mettre très rapidement à l'œuvre parce que pour constituer une base de données, il faut au minimum, en général, une année civile pour qu'on puisse avoir des premières données. Et ça implique aussi de disposer, de prendre les mesures et quelquefois même de modifier les procédures pour pouvoir collecter ces données. Alors, en conclusion, sur ce processus qui va de l'évaluation à la rationalisation des dépenses fiscales, on peut dire que c'est un processus qui débute par un travail qui est excessivement technique, puisqu'il mobilise, d'abord, il mobilise une équipe, en particulier la DGI, la DGD, et puis aussi des compétences d'analyse économique. Mais ensuite, il nécessite des arbitrages en matière de politique fiscale. Et là, on en revient au niveau du ministère, parce que c'est à l'unité de politique fiscale de finaliser le plan de rationalisation qui devra être présenté aux décideurs de politique fiscale. Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment un exercice, et c'est tout l'intérêt de l'exercice d'évaluation des dépenses fiscales, parce qu'on a souvent tendance à penser que l'évaluation de leur coût budgétaire, qui a l'avantage de donner beaucoup de transparence au processus, est une fin en soi. Non, parce que si on va jusqu'au bout du processus, on s'aperçoit vraiment qu'on arrive à réduire une partie de l'asymétrie informationnelle qui existe entre le décideur de la politique fiscale et les administrations qui sont chargées d'appliquer cette politique fiscale, c'est-à-dire essentiellement la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes.
Alors, c'est justement de cette articulation entre la gestion administrative et la décision politique qu'il va être question dans l'intervention suivante d'Ismaïla Diallo, à qui je vais maintenant passer la parole. Voilà, merci. Ismaïla, est-ce que Merci beaucoup, prendre Anne-Marie. la suite? Merci. Voilà, merci Anne-Marie et bonjour à tous les participants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même vous remercier. Remercier les organisateurs d'avoir bien voulu associer le CREDAF à l'animation de ce webinaire. Je rappelle que le CREDAF a déjà produit en 2015 un guide méthodologique d'aide à l'évaluation des dépenses fiscales, guide à l'élaboration duquel j'ai eu la chance de participer. Ce guide est disponible sur le site internet du CREDAF, donc il est consultable par le grand public. Je passe maintenant au développement du sous-thème objet de mon intervention. Quelle articulation entre la gestion administrative et la décision politique? Mon intervention sera axée sur deux points. Le premier point, c'est comment impliquer davantage les décideurs politiques dans le processus d'évaluation. Parce que, comme rappelé tout à l'heure par Anne-Marie, l'objectif ultime de l'évaluation, c'est la rationalisation. Ensuite, le second point de mon intervention va traiter de l'adoption d'une démarche stratégique beaucoup plus inclusive pour pouvoir aider justement les décideurs politiques à faire les choix politiques qui s'imposent en termes de rationalisation des dépenses fiscales. Alors, pour introduire le sujet, je dois faire relever tout de suite qu'il y a deux enjeux majeurs qui sous-tendent l'évaluation des dépenses fiscales. C'est la transparence et redevabilité, dont a parlé également Anne-Marie tout à l'heure, mais également l'efficacité, je dirais même l'efficience. La transparence, c'est la diffusion, donc le partage de l'information avec les citoyens, l'information budgétaire, plus précisément l'information concernant les résultats de l'évaluation des dépenses fiscales. La recherche de l'efficacité de l'action publique qui est devenue de plus en plus une exigence citoyenne dans nos pays, les pays en développement, c'est le second enjeu qui sous-tend l'exercice d'évaluation des dépenses fiscales. Alors, sous ce rapport-là, il faut, comme je le disais tout à l'heure, rappeler que la rationalisation peut être considérée comme le but ultime de l'évaluation des dépenses fiscales. Une fois les dépenses fiscales évaluées, il ne sert à rien de s'arrêter là s'il s'avère que certaines de ces dépenses ne sont plus pertinentes, c'est-à-dire qu'elles ne permettent plus d'atteindre les objectifs économiques, sociaux ou environnementaux pour lesquels ils ont été adoptés. L'évaluation des dépenses fiscales constitue donc un exercice utile dont les résultats servent d'outil d'aide à la décision publique, notamment au regard de la conduite de la politique fiscale. Alors que l'évaluation fait partie des missions des administrations fiscales et douanières, là, on est là dans la gestion efficiente des recettes, c'est un peu le domaine d'analyse 8 du TADAT, l'outil d'évaluation diagnostique de l'administration fiscale. Donc, alors que l'évaluation fait partie de nos missions en tant qu'administration fiscale et douanière, la rationalisation, elle, relève plutôt de la décision politique. C'est vrai que toute évaluation débouche sur un rapport, lequel aussi doit comporter des recommandations en termes de réalisation, mais la rationalisation en tant que telle, proprement dite, relève d'un choix politique. Dès lors, comment améliorer l'articulation entre la gestion administrative d'une part et d'autre part la décision politique afin d'atteindre cet objectif ultime de rationalisation, le cas échéant. Donc, les deux orientations dont j'ai parlé tout à l'heure, nous allons dérouler. Comment impliquer davantage les décideurs politiques? D'abord, dans l'exercice d'évaluation proprement dite. Dans l'évaluation proprement dite, il s'agira, à notre avis, d'impliquer dans l'équipe d'évaluation des agents chargés de la gestion de la politique fiscale. Donc là, on a une décision de lui et moi qui est assez claire là-dessus, sur la composition de l'équipe en charge de l'évaluation.
Il faut donc veiller à ce que dans cette équipe-là, il y ait des agents qui relèvent de la tutelle, le ministère en charge des Finances. Dans certains pays, ce sont même des agents qui sont au niveau de la primature. Donc, pour avoir une meilleure connexion entre le niveau administratif et le niveau politique, il est important donc d'adopter cette approche-là. Le fait d'impliquer la tutelle dans le travail d'évaluation facilite l'appropriation des résultats par la tutelle et donc facilite par conséquent la prise de décision en faveur de la rationalisation. Sous ce rapport, je pense qu'il est extrêmement important de s'arrêter un peu pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une certaine tendance à avoir des offices de recettes dans nos pays. Là, on a un désavantage un peu comparatif des offices de recettes parce que de façon classique, les directions générales des impôts telles qu'elles sont organisées aujourd'hui semblent mieux tenir la corde parce que nous avons une direction en charge de la législation, même si on en a dans les offices de recettes, mais ce n'est pas toujours pareil. Donc, je pense que une direction générale des impôts avec une direction en charge de la législation qui est une force de proposition aussi, notamment en ce qui concerne l'élaboration des projets de loi en matière fiscale, constitue un avantage certain parce qu'il ne faut pas se leurrer. Je pense que les offices de recettes doivent être des services d'administration fiscale pure et dure, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas du tout s'occuper de questions de politique fiscale. Toujours pour impliquer davantage les décideurs politiques après l'implication directe donc, de la tutelle, donc, il faudra engager une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit, autant pour moi, des parlementaires, notamment la commission des finances de l'Assemblée nationale, en insistant sur les enjeux en termes de transparence et d'efficacité. Donc, parce que là aussi, je m'arrête un peu pour être très clair. On a parlé des décisions politiques et comme nous le savons tous, la loi, y compris la loi fiscale, est votée et adoptée par le législateur, l'Assemblée nationale. Donc, le fait d'impliquer la tutelle donc, des agents en charge de la gestion de la politique fiscale dans l'équipe d'évaluation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, pour être clair, la norme fiscale, par essence, elle est produite par le législateur, même si dans les faits, dans la pratique, c'est l'exécutif, comme nous le savons, qui, pour l'essentiel, propose, enfin, c'est pas même des propositions pour ne pas faire l'amalgame, donc soumet des projets de loi en matière fiscale et qui, le plus souvent, passent un peu comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Mais il est important, et là je donne l'exemple du Sénégal parce que c'est mon expérience de terrain. Je me rappelle, après les premières évaluations, nous avions eu des séminaires de partage avec les parlementaires, notamment la commission des finances, et cet exercice nous avait permis de faire bloquer un peu le vote du nouveau code de la presse qui comportait d'importantes exonérations fiscales et douanières. Donc là, jusqu'à présent, je pense qu'il y a juste 2 ans de cela, ce code a été voté, adopté, mais les textes d'application ne sont pas encore pris pour l'appliquer. Donc, juste pour dire combien il est important d'avoir cet échange, ce partage avec le législateur pour qu'il soit mieux sensibilisé et qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Soit voter en faveur de la rationalisation ou bien alors ne plus adopter de nouvelles mesures de dépenses fiscales. C'est extrêmement important. Je passe maintenant à l'adoption d'une démarche stratégique plus inclusive. Là, au-delà de l'articulation simple entre le niveau administratif et le politique, je pense que c'était important quand même d'aller vers cette dimension qui traite un peu d'éléments d'économie politique. C'est un peu ça. Comment réussir une réforme fiscale dans le sens d'une rationalisation des dépenses fiscales. Donc, au-delà des décideurs politiques, que ce soit la tutelle, le ministère en charge des finances, la primature ou le Parlement, il faut impliquer tous les acteurs de la chaîne fiscale dans le processus. Les partenaires au développement, les organisations de la société civile, les organisations syndicales, le secteur privé, etc. Donc, il faut que tous ces acteurs-là soient impliqués dans la démarche. Il faudrait engager donc un processus plus élargi de communication et de partage d'informations avec ces acteurs-là pour emporter leur adhésion au projet de rationalisation des dépenses fiscales. Parce que la décision, c'est vrai, elle relève de l'autorité politique,
Mais encore une fois, comme vous le savez, rationaliser des dépenses fiscales n'est pas un exercice aisé. Il y a beaucoup de résistance parce que les bénéficiaires, c'est comme si vous leur retirez le pain de la bouche, donc ils vont résister jusqu'à la dernière énergie. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'acteurs qui appuient cette démarche-là, vous pouvez avoir des résistances qui pourront peut-être bloquer le processus. Et là aussi, je vais prendre un exemple de terrain, donc mon expérience du Sénégal. Donc, un partenaire au développement comme le FMI a beaucoup contribué à la réalisation de certaines mesures de dépenses fiscales. Parce que tout simplement, à l'époque, le Sénégal était dans un programme avec le FMI qu'on appelait l'initiative de soutien à la politique économique. Donc, on arrivait en accord avec le FMI à mettre dans le mémorandum sur les politiques économiques et financières des mesures, des engagements pour le Sénégal. Et ce qui fait qu'à chaque fois que le Sénégal s'engageait vis-à-vis du FMI, ça devenait un peu plus contraignant pour l'État d'aller vers la rationalisation. Donc, en matière d'économie politique de la réforme, c'est aussi extrêmement important de s'appuyer sur des partenaires au développement comme ça, qui mettent un peu sous forme de conditionnalité dans le cadre de l'exécution de projets et programmes, la rationalisation des dépenses fiscales pour améliorer la performance et l'efficacité de façon globale du système fiscal. Toujours, et pour terminer, en ce qui concerne l'adoption d'une démarche stratégique plus inclusive, donc le processus de rationalisation aussi doit être adossé à une démarche stratégique globale, beaucoup plus inclusive, comme je l'ai dit, qui comprend tous les acteurs, mais qui peut-être devrait être englobée soit dans une réforme globale. Si je prends l'exemple du Sénégal, l'essentiel des mesures de rationalisation ont été entreprises dans le cadre d'une réforme globale du Code général des impôts. Aujourd'hui, on va vers des stratégies de réforme de recettes à moyen terme. Je pense que tout cela constitue des axes, des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour camoufler un peu la rationalisation. Parce que comme je le disais, ce n'est pas facile d'y aller comme ça de façon frontale, parce que ce sont des situations de rente qui bénéficient à des contribuables, des catégories de contribuables ou de secteurs ou de sous-secteurs d'activité. Donc, il faudrait avoir une démarche stratégique qui permet d'amortir un peu le choc et de faire passer la pilule, si je peux l'appeler comme ça. Pour terminer, toujours par rapport à cela, bien entendu, il faudrait, au préalable, comme cela a été souligné aussi par Anne-Marie et Émilie, avoir fait des évaluations d'impact économique, social, environnemental, parce que si vous n'avez pas des évaluations ou simulations pertinentes qui permettent de démontrer scientifiquement que la mesure ne se justifie pas parce qu'elle ne permet pas d'atteindre l'objectif, ou bien alors, même si elle permet d'atteindre l'objectif, il y a une solution alternative qui coûte moins cher, par exemple la dépense directe, la dépense budgétaire. Donc, si vous n'avez pas ces éléments-là, vous ne pouvez pas non plus convaincre facilement l'autorité et les autres partenaires, donc les autres acteurs de la chaîne fiscale qui doivent justement appuyer le processus. Enfin, pour conclure, l'évaluation des dépenses fiscales, c'est une démarche globale et structurante dont le succès dépend, in fine, de la capacité des autorités à mieux prendre en charge les enjeux en termes de transparence et d'efficacité, engager et réussir un processus de rationalisation des dépenses fiscales, donc le but ultime de l'évaluation, à mon avis, suppose une meilleure articulation entre la gestion administrative et la décision politique. Et pour réussir cette articulation, il faut nécessairement impliquer davantage les décideurs politiques, mobiliser tous les acteurs et inscrire, excusez-moi, la rationalisation dans une démarche stratégique globale. Voilà, je vous remercie. Voilà un peu les éléments que je voulais apporter un peu sur la base de mon expérience terrain pour faciliter un peu l'exercice de rationalisation des dépenses fiscales. Merci beaucoup Ismaïla de cet éclairage avec très dans le domaine de l'économie politique, et c'est particulièrement important pour justement cette rationalisation des dépenses fiscales. Donc, après ces considérations générales, on va maintenant laisser la place à des expériences nationales. Et Madame Ananga va nous présenter maintenant l'expérience du Cameroun. Benoît, tu as la parole. Juste, je vous coupe, il faudrait qu'Ismaïl, voilà, qu'on arrête le partage d'écran.
Bon. Benoît? Oui. Voilà, nous t'écoutons. Merci beaucoup. D'accord, merci Anne-Marie et bonsoir à tout le monde, à tous les participants. Je voudrais remercier d'entrée de jeu les organisateurs de ce webinaire, cette conférence. Oui, de nous avoir donné l'occasion à nous, le Cameroun, de partager notre petite expérience. Je pense qu'à travers cette confiance, voilà, ils estiment que nous avons quelque chose à apporter dans ce panel, dans ce travail. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, oui, c'est bon. Ouais. Est-ce que je peux lire à partir de là? Voilà. Un peu de patience, hein? On était en train d'arranger notre écran ici. Oui, voilà. Donc, il nous a été demandé de faire un petit exposé sur l'expérience du Cameroun. Mon titre d'exposé, c'était quoi? Les dépenses fiscales de l'évaluation à la première vague de rationalisation. Quel bilan pour le Cameroun? Donc, à titre d'introduction, je voudrais tout simplement relever que c'est dans l'optique de l'amélioration du niveau de mobilisation des recettes intérieures que le gouvernement camerounais, en relation avec ses partenaires internationaux, a lancé en 2015 une étude sur l'évaluation de la dépense fiscale en vue de déterminer les manques à gagner. Oui, si tu passes très vite. Les manques à gagner du fait des exonérations fiscales et les facilités concédées aux agents économiques, d'évaluer leur impact au plan socio-économique et d'envisager le cas échéant la suppression de celles qui se seraient avérées peu efficaces. Alors, notre exposé a 3 parties. Nous avons voulu vous parler d'abord de l'évaluation du coût budgétaire, comme vous l'avez souligné, de la dépense fiscale, avec pour référence le rapport de l'exercice 2017 et quelques éléments également du rapport 2016, parce que c'est en 2015 que le Cameroun lance sa première évaluation. En deuxième partie, nous allons vous parler de l'analyse de l'impact social et de la rationalisation des mesures jugées inopportunes. Et en troisième partie, on vous parlera des perspectives qui sont les nôtres pour la rationalisation des dépenses fiscales. Donc, s'agissant de l'évaluation du coût budgétaire de la dépense fiscale, je vais résumer le rapport 2017 en vous disant que nous avons évalué la dépense fiscale à 605,6 milliards et qu'elle a représenté 24% des recettes fiscales non pétrolières de l'exercice 2017, chiffrées à 2523 milliards de francs CFA. Et pour mémoire, en 2016, nous avons fait une évaluation sur 3 droits indirects uniquement, c'est-à-dire la TVA, les droits d'accise et les droits de douane à l'importation. La dépense fiscale s'est élevée à 451,6 milliards et représentait 19,6% des recettes fiscales non pétrolières. Donc, en 2017, comme vous pouvez le constater, la différence, c'est qu'on a étendu le champ d'évaluation aux droits directs. Donc, en sus des 3 droits indirects, nous avons ajouté l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et les droits d'enregistrement. C'est ce qui justifie la différence des montants qui vous sont présentés. Alors, par rapport au PIB 2017, qui était projeté, ou alors projeté à 19 589 milliards de francs CFA, la dépense fiscale globale représente 3,1% contre 0,9% en 2016, soit une hausse de 2,2 points. Et ça, je l'ai déjà expliqué, puisque en 2017, le champ de l'étude a été étendu. Vous pouvez voir plus bas la comparaison qui est faite au niveau des mêmes droits. Il y a eu une baisse en 2017 puisque nous sommes à 397,2 milliards contre les 451 que j'ai soulignés en 2016. On peut avancer. Alors, le tableau que vous avez sous les yeux vous présente un peu une classification où les mesures les plus coûteuses
qui sont constitués, pour me reprendre, du riz, c'est, je veux dire, l'exonération qui coûte, l'exonération la plus coûteuse, le riz, qui représente à elle seule 70,889 milliards. Elle est suivie du poisson congelé, 42,574 milliards, le gaz domestique, 21,404 milliards, le blé, 18,740 milliards, les contrats et commissions d'assurance vie et maladie, 15,963 milliards, et les tranches sociales d'eau et d'électricité, 11,580 milliards. Voilà les mesures les plus coûteuses. Vous pouvez les passer en revue vous-même pour les avoir entièrement. Alors, les conclusions du travail 2017, c'était celles-là, les mesures les plus coûteuses. Alors, à la suite de ces conclusions, nous avons relevé que les objectifs qui ont été assignés aux mesures dérogatoires, notamment sur le plan économique et social, ne sont pas toujours atteints ou alors le sont en partie, et nous avons suggéré quelques rationalisations. Alors, s'agissant donc de l'impact social des mesures dérogatoires de TVA sur la consommation des ménages, puisque on a travaillé sur la consommation des ménages, puisque c'est l'analyse d'impact qui a été effectivement réalisée à date par le Cameroun. Alors, elle est issue d'une enquête qui est appelée CAM4, une enquête de l'Institut national des statistiques, et elle a concerné 941 produits, ou si vous voulez, 941 biens de consommation courante, et avec à l'intérieur 169 exonérés de TVA par le Code général des impôts en vigueur en 2017. Alors, ces produits exonérés de TVA représentent en moyenne 32,5% des dépenses de consommation marchande des ménages, bien que constitués essentiellement de biens prioritaires. Il apparaît que la part des dépenses des ménages affectée donc à ces produits exonérés est relativement plus élevée dans les ménages les plus pauvres que dans les ménages les plus élevés. Alors, je vais passer à la conclusion qui a été tirée de cette analyse d'impact, à quoi nous sommes aboutis. La conclusion à laquelle on a abouti, c'était de dire que le bénéfice des dépenses fiscales, notamment celle de la TVA, je pense qu'il y a Anne-Marie, il y a également Émilie qui l'a souligné tout à l'heure, est fonction du pouvoir d'achat et non de la taille du revenu, donc du niveau de consommation. Parce qu'elle bénéficie plus, au terme de notre analyse, pour ce qui est des produits de consommation courante, aux ménages les plus aisés qu'aux ménages les plus défavorisés, qui sont pourtant les bénéficiaires, d'où la nécessité donc de suggérer leur rationalisation. Alors, le tableau que vous avez sous les yeux présente en quelque sorte les dépenses fiscales qui ont fait l'objet de rationalisation à date par le Cameroun, parmi lesquelles la TVA sur les contrats et commissions d'assurance vie et maladie. Vous avez là les coûts, parce que l'impact, on verra après. L'électricité, c'est-à-dire les tranches sociales de l'électricité qui ont également fait l'objet de rationalisation. Je veux parler des pneumatiques au niveau de la douane, des véhicules et d'autres mesures que j'aurai l'occasion de vous présenter par la suite. Mais c'est en résumé cela, ces dépenses fiscales-là, ces mesures dérogatoires qui ont déjà à date fait l'objet de rationalisation par le Cameroun. Alors, les raisons de la rationalisation, je vais essayer de les résumer. Pourquoi est-ce qu'on a décidé? Parce que vous avez tantôt expliqué, pour passer à la rationalisation ou alors à la suppression des exonérations, il faut bien qu'on ait des raisons valables. Nous, voilà, donc c'est pour ça que j'ai estimé qu'il fallait quand même mettre ces raisons qui nous ont motivés, qui ont motivé le gouvernement camerounais à rationaliser certaines de ces mesures. Donc, il faut souligner que dans le cadre des actions pour ce qui est des tranches sociales, de la mesure relative aux tranches sociales de consommation d'eau et d'électricité, que dans le cadre des actions visant les couches sociales défavorisées, le gouvernement a opté pour la maîtrise du prix de l'eau et de l'électricité à travers
la consécration au profit des ménages de l'exonération de TVA sur le coût de ces biens de première nécessité. De l'exonération à l'observation, alors que cette mesure vise exclusivement les ménages, parce que c'était ça l'objectif que le gouvernement poursuivait, sa portée a été aux consommations des entreprises pour lesquelles la TVA est pourtant nette. Il s'est donc agi de clarifier le champ d'application de cette exonération en précisant qu'elle vise uniquement les ménages et que par voie de conséquence, aucune entreprise ne devrait bénéficier. Donc, on a revu, si vous voulez bien, cette exonération qui était appliquée à tous les contribuables, si je peux m'exprimer ainsi, les ménages, les entreprises, pour la laisser uniquement au bénéfice des ménages qui étaient visés par la mesure gouvernementale. S'agissant de la TVA sur les contrats et commissions d'assurance vie et maladie, il est apparu que la majorité des polices d'assurance maladie étaient souscrites par les employeurs au profit de leurs salariés. Donc, cette exonération s'est avérée inopportune dès lors, dans la mesure où la TVA est neutre pour l'entreprise qui a la possibilité de la récupérer. Bien plus, cette mesure était pénalisante pour les compagnies d'assurance qui étaient obligées donc d'appliquer un prorata de déduction pour la récupération de leur TVA d'amont. Afin donc de corriger cette situation, il a été suggéré de limiter cette exonération au seul contrat d'assurance vie et maladie souscrit par les particuliers. Cette mesure ne devrait pas par ailleurs enchérir les coûts de la couverture sanitaire TVA, la TVA étant neutre pour les entreprises et les dépenses de santé, soins et médicaments étant exonérées de TVA. Voilà les raisons qui ont motivé notre proposition de rationalisation de cette mesure. Enfin, on va parler des opérations de transformation locale. Excuse-moi, Benoît, excuse-moi de t'interrompre, mais il faudrait aller un peu vite parce qu'on est limité par le temps, si tu permets. D'accord. Je suis désolée de te remettre la pression. Il y a pas de... Oui, je vais essayer d'aller plus vite, c'est ça. Donc, la transformation locale du bois, c'était une mesure qui est rentrée en vigueur en 2010. Et 10 ans après, on a essayé de faire une évaluation et on s'est rendu compte que voilà les résultats qui étaient escomptés, notamment la transformation locale du bois n'avait pas été atteinte. On a donc suggéré également la suppression de cette exonération, également pour que les entreprises forestières puissent avoir la possibilité de récupérer leur TVA d'amont entièrement. Alors, quelle est donc la contribution de ces mesures supprimées aux recettes fiscales? J'ai essayé de présenter ça en deux temps, en fiscalité interne et puis en fiscalité de porte. Alors, nous avons pu avoir les chiffres pour les deux premières mesures et sur l'exercice 2019, pour ce qui est de la fiscalité interne, on a une plus-value de 1,3 milliard de francs CFA pour ce qui est de la limitation de l'exonération de TVA sur les tranches sociales d'eau et d'électricité. Et on a eu également une plus-value de 1,9 milliard sur la suppression de l'exonération de TVA sur les contrats et commissions d'assurance vie et maladie en 2019. Pour ce qui est de la fiscalité de porte, alors, on a là une panoplie de mesures. Dans le cadre de la loi de finances 2018, la suppression du taux réduit de 5% des biens d'équipement. Il y a bien d'équipements qui manquent là, entamé en 2018, donc qui a fait regresser la dépense fiscale de ce poste de 14,6 à 13,2 milliards, soit une réduction de 1,5 milliard. Le paiement également, une autre mesure de la portion exonérée de droits et taxes de douane en cas de réexportation, parce que vous savez, on importe beaucoup de produits, le riz, le poisson congelé, mais on s'est rendu compte que les importateurs réexportaient ces produits vers d'autres pays de la sous-région. Alors, on a décidé de mettre un droit dessus et nous avons eu comme plus-value 732,8 millions de francs CFA en 2018 contre 660,6 en 2017, avec une hausse, comme vous pouvez le constater, de 72,2 millions de francs CFA. Boris, avancez rapidement. Voilà. Dans le cadre de la loi de finances 2019, je suis toujours au niveau de la fiscalité de porte. On a le rétablissement de la base légale des droits d'accise à l'importation des tabacs, des vins et liqueurs, parce que là-dessus, il y avait une réduction de base.
mais on a supprimé cette réduction et cette mesure nous a rapporté des recettes de l'ordre de 8,3 milliards, repartis comme suite pour les boissons, 2,1 milliards, dont 1,8 en TVA et 400 millions pour les droits d'accise, et pour les cigarettes et tabac, 6,1 milliards, soit 1,7 milliard pour la TVA et 4,4 milliards pour les droits d'accise. Alors, nous avons également la mesure de la suppression des abattements sur les pneumatiques qui a permis de collecter 1 milliard de francs CFA en 2019. Voilà les mesures en termes de chiffres, en termes d'augmentation des recettes. Nous avons également des mesures qui nous sont communes entre la douane et les impôts. Vous en avez parlé tantôt. L'arrimage des conventions et cahiers de charges à la loi du 18 avril 2013 qui porte incitation à l'investissement privé à compter du 1er janvier 2020. Nous espérons faire une évaluation de cet arrimage-là à la fin de l'exercice pour voir ce que cette mesure nous a rapporté. Et nous avons également le sujet sur lequel on travaille actuellement, Anne-Marie, vous êtes au courant, la conclusion toute taxe comprise des conventions de financement des marchés à financement extérieur et conjoint à compter du 1er janvier 2019. On n'a pas encore des données exactes. Mais voilà, nous espérons pouvoir avoir des recettes là-dessus. Voilà, donc pour me résumer globalement, le tableau que vous avez sous les yeux vous présente l'impact en termes chiffrés et des mesures qui ont fait l'objet de rationalisation ou de suppression tout simplement pour dire qu'en termes de TVA, nous avons reçu des recettes additionnelles de 6 milliards 700 millions, droits de douane 2 milliards 393 millions, en droits d'accise, 4 milliards 800 millions, ce qui nous a fait une plus-value de 13 milliards 893 millions 400 000 à date. Très bien. S'agissant des perspectives maintenant, alors, nous sommes tous au courant des difficultés qui s'accentuent, le déficit budgétaire. Donc, la question de la réduction de la fiscalité dérogatoire s'impose plus que jamais. Le problème, la question qui se pose est de savoir dans quel secteur ou branche d'activité il va falloir éventuellement supprimer ou réduire les dépenses et quels impôts vont être concernés. Serait-ce la TVA, les droits de douane, enregistrement ou alors l'ensemble sur la base de ces résultats, donc sur la base des résultats de l'évaluation qui a été faite sur l'impact de la fiscalité dérogatoire sur les bénéficiaires. On a fait un certain nombre de suggestions relativement déjà aux ménages. Nous pensons à la suppression progressive des exonérations de TVA, droits de douane sur la consommation des ménages, qui est dans la dépense fiscale, sur laquelle la dépense fiscale est évaluée à 304 milliards et représente 67% des dépenses fiscales évaluées, dans la mesure où, comme on l'a dit dans nos conclusions, elle profite aux ménages, elle profite beaucoup aux ménages pauvres à hauteur de 4,6% seulement, quand bien même ils en sont les principaux destinataires, contre 47% pour les ménages les plus aisés. Donc, le bénéfice, comme vous le savez, des dépenses fiscales, selon notre analyse, est fonction du niveau de consommation et non de la taille du revenu. Alors, pour nous, on pense que l'État gagnerait à collecter ces recettes, à procéder à une redistribution équitable au profit des ménages pauvres, par exemple par le biais des subventions destinées à compenser les pertes subies du fait de la mévente, par exemple, des produits de base sur le marché international. C'est une subvention qui peut s'appliquer sur le coût du cacao, du café, du coton. Et une telle subvention serait plus significative puisque 64% de la population camerounaise vit en milieu rural, de l'autoconsommation essentiellement des cultures de rente comme principale source de revenus. Donc, c'est notre première proposition. Il va s'agir également pour l'État de se doter des moyens suffisants pour développer le secteur agricole et piscicole en mettant l'accent sur les cultures telles le riz, le maïs, le blé, qui sont sources de dépenses énormes. Vous avez vu notre tableau de classification et par ricochet le déficit chronique de la balance commerciale. Il en va de même des produits comme le clinker, le gypse, qu'on peut trouver localement ici. S'agissant des entreprises qui bénéficient… Oui? Oui, c'est l'heure. OK. Très bien, Anne-Marie, je suis désolée. OK? Merci, tout simplement. Tu veux conclure en quelques mots ou… Oui, en quelques mots. Je veux conclure en disant que
Nous, dans le cadre de notre analyse, on s'est rendu compte que le Cameroun importe massivement des biens, des produits que nous pouvons cultiver localement. Même au niveau des industries, les matières premières qui nous coûtent excessivement cher peuvent être produites localement. Donc, si à notre niveau, on peut réduire les dépenses fiscales, il faut que l'État mette des moyens pour pouvoir développer ces matières premières, ces produits de grande consommation localement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses au Cameroun, que vous êtes allé au bout du processus. On va dire que c'est pour ça que c'était long. J'espère maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir que les deux orateurs suivants soient un petit peu plus brefs. Et donc, je compte sur Ali qui maintenant va nous parler de l'expérience d'Haïti pour respecter tout à fait strictement les 10 minutes qui avaient été fixées au départ. Donc, Ali, la parole est à toi. Merci beaucoup. Et merci Benoît pour cet exposé très instructif et très enrichissant. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Ali Guemri. Alors, contrairement à ce qui est indiqué sur le webinaire, effectivement, je suis originaire de la DGFIP, mais j'interviens en tant qu'expert d'Expertise France. Donc, je mets en œuvre le projet SBC2 pour le compte d'Expertise France. Bon, c'était juste une petite précision, je crois qu'il fallait faire. Donc, je suis là pour vous présenter l'expérience d'Haïti. Bon, l'avantage de cette expérience, c'est qu'elle correspond à peu près globalement au thème de ce webinaire, puisqu'il s'agit effectivement de passer de l'évaluation à la rationalisation. Sauf que l'évaluation a été précédée par la demande de plan de rationalisation. C'est la demande de plan de rationalisation qui a conduit à la production d'un rapport de chiffrage. Donc, ça vous donne à peu près le sens de ma présentation. Je vais vous parler à la fois du rapport de chiffrage, du rapport d'évaluation et de la production du plan de rationalisation. Sachant que, comme je vous l'ai dit, l'idée de ce plan était venue avant. Et c'est parce que ce plan a été demandé qu'on s'est demandé comment faire pour pouvoir proposer un plan de rationalisation des dépenses fiscales à Haïti. Alors, ça a été une demande qui figurait déjà dans la feuille de route de la réforme fiscale en Haïti, puisque c'était un des 4 axes qui avait été retenu. Et c'est surtout une demande de l'Union européenne qui en a fait, et c'était pour moi une grande chance, une conditionnalité pour le décaissement d'une partie de l'aide budgétaire, ce qui a entraîné des retours de la part des autorités plus pugnaces. Mais l'outil d'aide à la décision, ça a été le rapport d'évaluation des dépenses fiscales, parce qu'au départ, il n'était pas prévu. Donc, comme on était dans le flou, et il fallait bien avoir une idée précise de qu'est-ce que c'était les exonérations fiscales en Haïti, on a pris la décision de faire un rapport sur les dépenses fiscales. Bon, je ne sais pas, mais vous savez sûrement que Haïti est un pays très pauvre, qui a une situation sociale et sécuritaire très tendue. Donc, on ne s'est pas retrouvé dans les meilleures conditions pour faire le rapport, parce qu'il y avait des problèmes sécuritaires, des administrations étaient fermées, on n'avait pas toujours accès aux données administratives, etc. Donc, ce n'était pas très facile. Par ailleurs, la situation budgétaire d'Haïti était, puisque les recettes budgétaires ont chuté de 20% sur cette période, donc ça devenait une urgence absolue. C'est pour ça que, d'une certaine manière, le contexte budgétaire a été pour nous une chance, parce que ça, avec la pression de l'Union européenne, ça nous a permis d'obtenir des données et des réactions des autorités administratives assez bonnes. Donc, le souci, c'est qu'en Haïti, il n'y a pas de codification des textes. Tout à l'heure, un intervenant avait parlé de la nécessité d'avoir une codification globale. On a un code général des impôts produit par une institution privée, mais c'est privé, donc ça n'est pas une norme nationale reconnue. Donc, on n'a pas de codification. On a beaucoup de textes qui interviennent dans le champ des zones des exonérations. On a le Code des investissements, la loi sur les zones franches, la loi sur les ONG, des lois spécifiques sur les TCA. Je ne vous parle pas, bien sûr, des décisions des ministères sectoriels que tout le monde connaît. On se retrouve avec une lettre ministérielle qui exonère une entreprise sans même que le MEF soit au courant et donnée simplement comme ça par un ministre qui a été saisi par une entreprise, etc. Il n'y a pas de service dédié au suivi des dépenses fiscales.
il y a une multiplicité d'intervenants, le Conseil national des zones franches, la direction des zones franches, la commission interministérielle des investissements, etc. Donc, ça faisait que, quand on y ajoute le fait qu'il n'y a pas de données informatisées, la production d'un rapport sur les dépenses fiscales en Haïti, c'est pas simple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est allé au dossier. On a dû aller au dossier physique. Même si je reconnais que, par exemple, pour les douanes, on a eu la chance que beaucoup de données nous avaient été transmises sous format de fichiers Excel, etc. Même si ce n'était pas numérisé, au moins c'était dématérialisé. Donc, et puis, ça nous a beaucoup servi. Mais pas la DGI. La DGI était très, très en retard là-dessus. On n'a pas eu de données dématérialisées grâce à la DGI. Donc, on a dû aller puiser dans les fichiers. Par exemple, on a fait, je crois, 3500 dossiers d'impôt sur le revenu. On est allé les regarder un par un pour essayer d'avoir une évaluation. Donc, le contexte a fait que ça n'a pas été facile, mais finalement, on l'a fait. Et quand je regarde le délai entre la production du rapport et la production du plan de rationalisation, je pense qu'on a été assez chanceux sur ce terrain-là, puisqu'il s'est à peu près passé 1 année et demie entre l'évaluation et le rapport. Donc, le rapport d'évaluation des dépenses fiscales, c'était l'outil d'aide à décision pour les autorités, parce qu'il fallait qu'ils proposent des choses, sachant que, je vous rappelle que le contexte était difficile, que par ailleurs, proposer des réajustements ou des suppressions de dépenses fiscales, on était dans une situation où la population manifestait pour des raisons sociales, donc il fallait éviter de toucher à des dépenses qui avaient une nature sociale, par exemple toutes les dépenses qui pourraient pu aboutir à des augmentations de prix ou des exonérations liées à des déductions de loyer qui touchaient directement les personnes physiques, même si en général c'est plutôt les personnes aisées qui étaient plutôt... Donc on a dû, une fois que le rapport de dépenses fiscales a été fait, recenser les mesures qui n'avaient pas d'incidence fiscale trop importante, de telle sorte à ne pas réalimenter à nouveau la colère sociale qui a entraîné des manifestations violentes, etc. Donc ça partait de là. Donc ce rapport au total, il a évalué 119 mesures. Non, il a évalué 60 mesures, il en a recensé 119. Et il y avait à peu près, on a évalué les dépenses fiscales du périmètre évalué à peu près 13 milliards d'euros. Et surtout, la part des exonérations sur les recettes totales, c'était 22%. C'était ça le chiffre qui nous avait alerté. Et parmi elles, 72% concernaient la TCA. Donc, une fois qu'on a eu ces éléments, moi, je ne vais pas entrer dans le détail du rapport, mais voilà, en gros, c'était un peu ce que ça avait donné. Donc, ce rapport donc, a servi d'outil à décision et on est allé ensuite sur la proposition d'un plan de rationalisation. Donc, comme je vous l'ai dit, le plan de rationalisation, on devait tenir compte de contraintes économiques et sociales, surtout sociales, pour ne pas exacerber les tensions qui existent encore, puisque les manifestations violentes perdurent. En Haïti, le taux d'inflation est de 20%. Alors imaginez si on commence à toucher à des exonérations qui emportent des incidences sur les prix. Là, c'était acquis qu'on avait des explosions sociales énormes. Puis est venu s'ajouter sur la période de production du plan la crise sanitaire, période dans laquelle le gouvernement voulait appuyer les entreprises pour qu'elles fassent face à cette crise temporaire. Donc on devait proposer un plan qui tienne compte de toutes ces contraintes, des contraintes fortes, et en particulier sur la crise sanitaire, puisque parallèlement à ce plan, le gouvernement subventionnait des entreprises, etc., pour qu'elles passent le cap du Covid. Donc au total, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a surtout, je ne vais pas vous faire la liste, mais on a surtout touché à la durée des exonérations, puisqu'en Haïti, on a des durées de 10, 15, 20 ans, 30 ans d'exonération. Donc, on a commencé par toucher cette durée-là pour les réduire et les plafonner. On a pris une règle générale de plafonner au maximum à 5 ans toute mesure d'exonération fiscale. On a fait quelques ajustements et des suppressions, en particulier sur les droits et impôts de porte, puisque c'est ces droits et impôts de porte qui ont les effets les plus rapides. Et l'Union européenne voulait avoir
voulait avoir des impacts rapides et pas des... Bon, parce que vous savez bien que sur les impôts, impôts sur les revenus des personnes physiques ou morales, il faut un certain délai avant que l'impact soit... Alors que les impôts de transaction, les impôts de porte, ont des effets mécaniques immédiats. Mais il fallait être prudent, comme je vous l'ai dit, sur la partie prix, pour pas avoir des... Donc, on est allé sur ça, on est allé sur des ONG, on a supprimé, pas l'intégralité, mais une partie des frais dus par les ONG, surtout des frais de porte, des droits de porte. Par exemple, maintenant, ils sont soumis au paiement des frais de vérification. Une première évaluation, on parle toujours d'impact. Bon, nous, on a repris les bases de données des dépenses fiscales qu'on a évaluées. Et on a fait une projection en se disant, toutes choses égales par ailleurs, si les mesures qu'on a prises avaient un impact immédiat, quel est le gain attendu de toutes ces mesures du plan de rationalisation? Et on a abouti à peu près à 20% de dépenses, à 20% de coûts de dépenses fiscales qui seraient remis en cause. Donc, on en est où? On en est que le plan de rationalisation, je pense que ça a été assez vite, le plan de rationalisation a été validé par le ministère de l'Économie et des Finances, après proposition du comité de politique fiscale. Aujourd'hui, on attend qu'il se prononce dans la loi de finances. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que la loi de finances doit sortir et que les textes doivent être intégrés à la loi de finances. Il a été adopté en Conseil des ministres. J'aurais une bonne nouvelle si on me dit que la nouvelle loi de finances, a effectivement intégré le plan de rationalisation et voté les mesures. Voilà, Anne-Marie, je crois que j'ai tenu à peu près le délai, parce que j'ai mis mon minuteur. Je vois que tu es très organisé. Merci beaucoup, Ali, de cette rigueur et de cette précision. Donc, vraiment, on te souhaite une bonne nouvelle dans la loi de finances qui arrive, puisque tu devrais être rassuré ou déçu dans les plus brefs délais. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer d'élargir le champ de vision, puisque c'est un point de vue régional qui va nous être présenté par Abasso Traoré. Abasso, donc je te rappelle que tu as 10 minutes pour ta présentation. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Abasso Traoré, je suis le directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure à la commission de l'UEMOA, en charge de cette question au niveau de la région UEMOA. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ah, c'est bon. Alors, je voulais vous faire une petite présentation sur l'expérience de l'UEMOA en matière d'évaluation des dépenses fiscales. On ne voit pas ton écran, Abasso. Si tu as un petit carré vert sur la barre qui dit partager l'écran, tu peux peut-être appuyer. Oui, c'est ça. Et puis, tu as cliqué dessus? Oui. Et ça ne marche pas. Ah, ben, je ne sais pas. Un champ où je vais passer mon PowerPoint. Bon, vous ne le voyez pas? Non. D'accord. Bon, je vais y aller comme ça. Hein. OK. Ah, il m'a dit partager. Ça va? Maintenant, vous voyez? Oui, ça va fonctionner. Ça fonctionne. Ça fonctionne maintenant? Oui. Alors, donc, merci à tout le monde. L'expérience de l'UEMOA a commencé déjà en 2009 parce que nous avons dans notre région un ensemble de textes qui organisent la gestion des finances publiques. Et au nom de ces textes, il y a ce qu'on appelle le Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ce code a été adopté en 2009 et il vise à instaurer plus de transparence et de visibilité dans le pilotage des finances publiques. Dans ce cadre-là, ce code a recommandé que désormais, on puisse évaluer les dépenses fiscales comme étant un document budgétaire afin que les décideurs, les gouvernants et les parlementaires aient une connaissance un peu des efforts que le gouvernement fait en faveur des entreprises, des ménages, etc. Dans cette foulée, un certain nombre de mesures ont été prises au niveau de la région. Nous avons, au nom de ces mesures-là, un texte
que nous appelons programme de transition fiscale, qui a été adopté en 2006. Ce programme est une stratégie régionale visant à améliorer la mobilisation des recettes fiscales, notamment celles qui sont collectées sur la fiscalité intérieure. Et cette stratégie vise également à faire face à la déperdition des droits de porte qui est enregistrée notamment avec la construction de l'union douanière dans notre région. Donc, ce texte est en vigueur depuis 2006 et ce texte a identifié les exonérations fiscales comme étant une source importante de perte de recettes. Et si on voulait atteindre un niveau appréciable de mobilisation des recettes fiscales, il nous fallait adresser cette question. C'est pourquoi la question de la prise en charge des dépenses fiscales a été posée dès 2006 au niveau de la région. Et en termes de définition, on peut dire que les dépenses fiscales, comme vous le savez tous, c'est vraiment une affaire qui affecte l'efficacité des efforts engagés par les régies financières pour obtenir un bon niveau de collecte des recettes fiscales. Par ailleurs, ça joue un peu sur l'équité du système fiscal. Tout le monde sait que ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour simuler l'équité entre les différents acteurs qui payent les impôts dans nos pays. Donc, sur le plan international aussi, il faut noter que l'initiative d'Addis Abeba a identifié la question des ressources domestiques comme étant un domaine d'action dans lequel les États devront, dans les décennies à venir, investir beaucoup d'efforts et de ressources afin qu'ils puissent obtenir des ressources pérennes pour financer de manière endogène leur politique de développement. Donc, c'est dans ce cadre que l'UEMOA, pour pouvoir donner un cachet vraiment spécial à cette question, a décidé de légiférer sur la matière en adoptant en 2015, le 2 juillet précisément, une décision qui rend obligatoire l'évaluation des dépenses fiscales dans notre région. Et je précise que ce texte n'a pas été pris comme ça. Il y a eu beaucoup de discussions en amont. On a eu beaucoup d'avis d'experts, on a eu beaucoup de réunions préparatoires avec l'appui d'ailleurs du pôle PNUD qui était à l'époque où il y avait M. Ali Jemri. Et nous avons travaillé à sortir quelque chose qui puisse, dans un premier temps, satisfaire à une première préoccupation. La première préoccupation que nous avons, c'est de connaître le coût budgétaire des dépenses fiscales. Émilie Caldera l'a dit tout à l'heure, on peut aller plus loin en évaluant l'impact socio-économique, mais pour le moment, la question pressante était de savoir combien nous coûtent les exonérations fiscales qui sont très, très, très nombreuses dans nos pays. Vous avez eu l'occasion de les voir dans l'ensemble des rapports que vous avez eu à consulter. Alors, cette décision a été adoptée et nous avons demandé aux États de l'appliquer. En 2019, toujours dans notre recherche de solutions pour faire face à la problématique de la mobilisation optimale des recettes fiscales, notre région a adopté un autre texte, une décision en juin 2019, intitulé « Adoption d'un plan pour la mobilisation optimale des ressources fiscales ». Ce texte est une autre stratégie qui est plus globale parce qu'elle va au-delà des questions purement des textes fiscaux, elle va jusqu'à l'administration fiscale. Ce texte-là vise à demander encore plus d'entrain, plus d'engagement des États, des gouvernants dans la question de la mobilisation des recettes fiscales, avec en ligne de mire la question du taux de pression fiscale qui est un critère de convergence dans notre région. Notre région a fixé à 20% les minimums de taux de pression fiscale à atteindre par les États afin que nous puissions faire face de manière convenable à nos engagements en matière de financement des dépenses publiques. Donc, dans cette décision de 2019, vous trouverez également des actions qui visent les dépenses fiscales. Il s'agit de mettre en place les structures chargées d'évaluer les dépenses fiscales. On demande aux États d'y aller, franchement, de mettre en place dans les ministères des structures interdirectionnelles pour évaluer de manière régulière les dépenses fiscales. Ensuite,
on veut que la périodicité soit fixe, qu'elle soit régulière, donc notamment qu'elle soit annuelle. C'est des exhortations que nous avons. Et enfin, l'action 39 de cette décision demande aux États de publier les rapports d'évaluation. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt si les rapports de dépenses restent sous la veste des décideurs, des gestionnaires des régies financières et de quelques avertis, comme les parlementaires et les experts fiscaux. Il faut que le grand public, il faut que la société civile aussi commence à s'intéresser à cette question et qu'elle donne son mot là-dessus, parce que nous voulons injecter de la transparence dans la gestion des recettes fiscales. Parce que nous partons du postulat qu'on ne peut pas améliorer le civisme fiscal si les payeurs d'impôts, les payeurs de taxes n'ont pas une bonne connaissance de la destination, de la manière dont leurs contributions sont gérées. Et au nom de cette visibilité, au nom des questions relatives à cette visibilité, il y a la question de qui gagne des exonérations fiscales, qui en profite, à quoi ça sert, quelle est l'efficacité de ces exonérations fiscales. C'est pourquoi il est nécessaire de publier ces exonérations fiscales. Alors, en termes d'état de mise en œuvre, à quoi nous avons abouti? Je dirais que globalement, depuis que nous avons exhorté les États à évaluer les dépenses fiscales, on peut faire le point suivant. L'exercice a commencé avec plus ou moins d'efficacité, plus ou moins de qualité dans presque tous les États. À titre d'exemple, le Sénégal a commencé en 2008, le Bénin a commencé en 2008, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons seulement 2 pays qui n'ont pas encore commencé. C'est la Guinée-Bissau et le Togo. Ils sont tous conscients qu'il faut y aller, mais ils n'ont pas encore publié un premier rapport. Je rappelle que tous les pays ont une estimation de leurs exonérations fiscales. Au partir des logiciels à la DGI, à la DGD, à la Direction générale des douanes, qui peut vous faire le total des montants des exonérations. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une démarche globale, transparente et partagée par l'ensemble des acteurs. C'est ce que nous appelons un rapport d'évaluation des dépenses fiscales. Donc, aujourd'hui, le Bénin, son dernier rapport date de 2017. Le Burkina Faso, son dernier rapport date de 2018. La Côte d'Ivoire, son dernier rapport date de 2018. Le Mali, son dernier date de 2017. Le Niger a un projet pour 2017. Le Sénégal a publié beaucoup de rapports depuis 2010 jusqu'en 2014. Aujourd'hui, ils sont en cours de validation pour ceux de 2015 et 2016. Et ils projettent sortir pour 2017 et 2018. Voilà l'état de mise en œuvre de notre décision. Vous noterez donc que, de manière globale, on peut dire que la démarche est bien acceptée et bien suivie. Il n'y a que 2 pays, la Guinée-Bissau et le Togo, qui sont un peu en retard, mais qui nous promettent de suivre. En termes de méthode d'évaluation, notre décision a décidé, en tout cas, a arrêté que nous allons évaluer les dépenses selon la méthode de perte des recettes. Et tous les pays utilisent cette méthode-là. Et les résultats sont consignés dans le rapport qui sont publiés. Pour les sources de données, les États se réfèrent généralement aux déclarations fiscales qui sont déposées au niveau des services fiscaux. Beaucoup d'États maintenant ont des logiciels de gestion pour leurs procédures fiscales. Donc, ils tirent généralement les informations à partir de ces logiciels-là, notamment au niveau de la Direction générale des douanes. Nous avons le SIDAM World qui est vraiment efficace pour sortir ces éléments. Les logiciels de gestion aussi des directions générales des impôts servent à sortir de manière automatique un certain nombre d'informations. À défaut, ils sont obligés de reconstituer certaines bases et de calculer l'impôt qui aurait dû être payé, faire la soustraction de ce qui a été payé. Et ça donne un peu, avec l'écart, on gagne le montant des dépenses fiscales. Je dirais aussi pour compléter qu'il n'y a pas encore d'études d'impact socio-économique. Vous savez que c'est une démarche assez lourde qui est un peu compliquée, qui demande beaucoup de ressources techniques, pour des questions de crédibilité aussi, parce que la question qui est derrière, si vous sortez des informations qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas justes, vous impactez les décisions des gouvernants. Donc, cette démarche doit être vraiment, on va dire, un greffe assez scientifique pour être acceptée,
parce qu'il y a des intérêts en jeu, il y a des choses aussi qu'on peut mettre en cause. Alors, donc, ce que nous demandons aux États, c'est déjà de connaître le montant arithmétique des exonérations fiscales. Et je vous dis que le chemin est long, parce que si je prends l'exemple des rapports qui sont déjà publiés, généralement, le montant, le nombre de mesures fiscales, de mesures dérogatoires évaluées tourne autour de 50 à 60% du montant total des mesures dénombrées. C'est-à-dire, lorsque vous ferez la législation en vigueur, on dénombre un certain nombre de mesures dérogatoires, mais les États n'arrivent pas à évaluer 100% de ces mesures. Déjà, c'est déjà difficile à cause des données qui sont souvent manquantes, mais la moyenne, c'est autour de 60 à 70% pour les plus avancés. Donc, vous voyez déjà qu'on a du chemin pour la connaissance arithmétique du montant des exonérations fiscales. Et maintenant, il faut y associer l'évaluation de l'impact socio-économique. Ça, c'est un défi et une étape supérieure à laquelle, certainement, ceux qui ont les outils et les données pourront s'attaquer à cela dans un proche avenir. Alors, quelques chiffres pour compléter ce que je viens de dire. À titre d'exemple, si vous prenez la Côte d'Ivoire, en 2017, le montant le rapport indique qu'ils ont eu 327 milliards de dépenses fiscales, soit 1,4% du PIB et 10,6% des recettes fiscales totales. Et en 2017, le Mali, son rapport indique qu'il y avait un nombre total de mesures, de 743 mesures qu'ils ont dénombrées dans leur législation, et ils ont un montant de 238 milliards de francs CFA, soit 2,6% du PIB et 17,3% des recettes fiscales totales. Et en tête des impôts, c'est la TVA qui tient la rampe, hein, la TVA à 60% du montant total des dépenses fiscales. Au Burkina Faso, par exemple, en 2018, ils ont dénombré 862 mesures dérogatoires. Ils en ont évalué 622 avec un montant de dépenses fiscales de 69 milliards, soit environ, je dirais, environ 5,09% des recettes fiscales totales et 0,88% du PIB. Et la TVA est en tête, hein, la TVA, non, au Burkina Faso, les mesures qui sont en tête, je note qu'il y a les droits de douane, l'IS et la TVA. 90% des dépenses fiscales concernent ces trois impôts-là qui viennent vraiment en tête. Donc, grosso modo, pour l'UEMOA, ce que nous voulons, c'est que nous puissions harmoniser la démarche dans la région. Que tout le monde évalue de la même manière, je dirais presque de la même manière, les dépenses fiscales. À cet effet, nous avons harmonisé la compréhension, on a donné une définition de la dépense fiscale, on a donné une définition du système fiscal de référence qui est basée sur la législation communautaire et les conventions fiscales intégrées dans la loi nationale. Nous avons harmonisé la méthode d'évaluation en adoptant un système, une méthodologie d'évaluation, et nous avons demandé aux États de présenter de manière uniforme le rapport afin qu'on puisse avoir une lecture facile et croisée des dépenses, des évaluations que les États feront. Nous avons demandé aux États de commencer par les impôts d'État, qui est généralement mieux géré par les administrations que les impôts locaux. Donc, la fiscalité intérieure de porte, c'est une démarche progressive. Tant qu'il y a les données et il y a les moyens, on peut aller plus loin. Mais les premiers impôts évalués, c'est ceux qui profitent au budget de l'État. Et dans une deuxième phase, nous voulons que les impôts locaux qui participent de la pression fiscale soient aussi évalués. Ensuite, nous avons demandé que le système fiscal soit rappelé dans le rapport et qu'on puisse faire des analyses sur les résultats obtenus en termes de ratio. Alors, en conclusion, je dirais que pour l'UEMOA, un jalon est franchi. Les États ont vraiment intégré la démarche.
Ce que nous voulons maintenant, c'est d'améliorer l'exercice. Il faut que l'exercice soit crédible. Pour cela, nous demandons aux États de mettre une structure en place. Il faut qu'il y ait une structure et cette structure doit être multidirectionnelle. Nous voulons que les principales régies, à savoir les 3, y soient membres, mais que l'Institut de statistique et certaines structures aussi qui participent à la définition de la politique fiscale soient membres de cette structure. Il ne faut pas que ce soit entre nous, régie financière. Il ne faut pas que ce soit réservé à la DGI ou à la DGD parce que c'est un exercice important et qui a besoin de la participation de tout le monde. Et ça permet aux États d'avoir des outils aussi pour combattre les situations de rente. Vous savez que les bénéficiaires des dépenses fiscales aussi, ils sont assis sur une position qu'ils ne sont pas prêts à lâcher. Donc, pour avoir un argumentaire solide, il faut aussi que la population s'approprie la démarche. C'est pourquoi la publication a un intérêt pour tout le monde et ça peut aider les gouvernants à faire tomber des bastions, à faire tomber des forteresses. Mais ceux qui y sont assis depuis des années et qui ne veulent pas, bien que les mesures ne soient pas efficaces, on n'est pas en mesure de les rappeler, de les rapporter. Grâce à l'implication de tous, on peut faire tomber ces forteresses-là. Alors, nous régissons, nous faisons un travail de monitoring au niveau de la commission et grâce à l'appui des uns et des autres, nous pourrons, au fil des années à venir, améliorer l'exercice afin que nous approchions le plus proche, le plus près possible de la réalité des pertes de recettes pour les budgets de l'État. Voilà, Anne-Marie, ce que je voulais dire pour l'excellent de 2 mois et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Abasso, et je crois que c'était très important de souligner le rôle moteur de la Commission, d'abord pour promouvoir l'exercice et pour le fait d'imposer une démarche rigoureuse aux États qui se sont lancés, et puis aussi pour viser une harmonisation de l'évaluation des coûts budgétaires au sein d'une union douanière, ce qui est très important. Alors moi, je vais profiter un peu de mon rôle de modérateur pour déjà poser une question à Abasso. C'est que dans les dates des rapports qu'il nous a mentionnés, on constate que bon, il y a du retard. Il y a, les plus récents, c'est de 2018. Et comme le Sénégal, qui n'a pas publié depuis un certain temps, on a l'impression, d'après ce qui nous a été dit, qu'il voulait rattraper les retards en passant par 2015, 2016, 2017, 2018. Et ma question est la suivante. Quel est l'intérêt de commencer l'évaluation des coûts budgétaires, des dépenses fiscales des années passées et pourquoi ne pas se focaliser plutôt sur l'année la plus récente qui serait aujourd'hui l'année 2019? Est-ce que la Commission peut influencer ou qu'est-ce qu'elle en pense? Je vais être franc, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est pour un besoin documentaire. Je pense que les États ne veulent pas qu'il y ait des creux pour qu'on puisse, dans le temps, combler les vides. Je crois que c'est purement un petit documentaire pour dire au fil des années, voilà ce que nous avons perdu. Mais bon, Ismaël est là, il pourra peut-être intervenir. Sinon, j'ai remarqué que tous les États tentent effectivement de ne pas sauter d'année. Alors que la démarche a vraiment un intérêt pour les besoins du présent et porter à la connaissance du Parlement les enjeux actuels des pertes de recettes liées aux mesures qui seront adoptées ou qui sont adoptées, mais qui ont un impact sur les recettes actuelles. Donc, voilà ce que je peux dire, Anne-Marie. OK, merci. Bon, je vais maintenant passer la parole à Émilie parce que Émilie a été chargée pendant toutes ces présentations de faire un petit peu le tri parce qu'on a eu de nombreuses questions qui ont été posées aux uns et aux autres. Et Émilie va en sélectionner quelques-unes parce que comme le temps passe, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. J'interviens juste une seconde pour demander à M. Abasso de fermer en fait son partage d'écran si c'est possible. OK, d'accord. On vous voit tous. Merci. Bien, donc Émilie, je te passe la parole pour nous soumettre quelques questions aux uns et aux autres. Merci Anne-Marie. C'est une tâche difficile parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de réactions et de questions pertinentes, intéressantes. Donc, je vais en sélectionner quelques-unes. Peut-être la première, pour suivre un peu l'ordre de la démarche de l'analyse des dépenses fiscales, elle porte sur la définition difficile du SFR, du système fiscal de référence.
Et donc, la question est la suivante. Quels principes devons-nous retenir pour la définition du système fiscal de référence par type d'impôt? Et dans ce même ordre d'idées, il y avait une réaction du Burkina Faso qui disait que face à la présentation qui était faite du Cameroun, il se posait la question de savoir si les exonérations sur les produits de grande consommation pouvaient être considérées comme faisant partie du SFR, comme comme il est apparemment question au Burkina. Voilà, cette dure question de la définition du SFR et donc qu'est-ce qu'on inclut dans le SFR et qu'est-ce qu'on exclut du SFR. Je ne sais pas si quelqu'un veut y répondre. Peut-être Benoît, puisqu'elle est mise directement en cause avec l'exemple du Cameroun. Merci Émilie, merci Anne-Marie. Parlons des exonérations sur les produits de grande consommation qui pourraient faire partie du SFR. Nous pensons que non, parce que pour nous, il y a une perte sèche des recettes qu'on ne peut pas compenser ailleurs. Et ça ne pourrait pas rentrer dans le SFR parce que ce n'est pas, je veux dire quoi, une mission de souveraineté de l'État. Je crois que la plus grosse difficulté que nous avons au Cameroun, c'est parce que nous n'avons qu'un taux unique de TVA et qui est très, très élevé. Je veux dire quoi, 19-25%, comme vous le connaissez. Peut-être que si on avait un taux de TVA intermédiaire, on aurait peut-être essayé de commencer à taxer je veux dire quoi, ces biens de grande consommation. Donc, pour nous, ça ne devrait pas faire partie du système fiscal de référence. On maintient cela en nous disant que, à notre avis, il faut absolument que les gouvernants travaillent pour qu'il y ait de l'import substitution, puisque je rappelle que c'est des produits que nous pouvons cultiver localement. Vous voyez le riz qui est la plus grosse, je veux dire quoi, le plus gros poste de dépenses fiscales, voilà, dans notre évaluation. Nous avons bien des terres qui peuvent, je veux dire quoi, des terres qui peuvent servir à la culture du riz. Donc, à notre avis, on ne devrait pas mettre voilà, ces exonérations dans le système fiscal de référence. Il faut plutôt travailler pour qu'on puisse voilà, pour les substituer à la production locale et ainsi collecter les recettes si jamais les importateurs continuent à vouloir les faire entrer dans le pays. Je crois que le plus gros problème aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de production locale que le gouvernement hésite même parce que vous savez ce que ça peut générer, hein, ça peut créer. Si jamais on prenait 20% pour mettre sur le prix d'un kilogramme de riz ou alors de poisson congelé, ça peut créer des émeutes. C'est pour ça qu'on ne les taxe pas aujourd'hui, mais je pense que progressivement, au fur et à mesure qu'on va mettre en place des produits de substitution, on va y arriver. Quelqu'un veut peut-être ajouter quelque chose sur le système fiscal de référence? De toute façon, il y a toujours un intérêt à évaluer le coût que représentent les exonérations de ces biens essentiels dans la mesure où ça doit être une dépense fiscale puisqu'on peut, d'après la définition, les remplacer par une dépense directe. On pourrait les subventionner directement. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, peut-être juste, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il faut encore rappeler que évaluer une dépense fiscale ne remet pas en cause sa légitimité. Et c'est juste la questionner. Effectivement, au Burkina Faso, la remarque était faite en ce sens, hein, en disant, nous, on l'a introduit dans le SFR et donc on n'a pas mesuré son coût finalement. Donc on ne mesure ni son coût ni son impact, alors qu'en réalité, comme le disait Anne-Marie, il y a différentes alternatives pour atteindre un même objectif et ces alternatives doivent être questionnées. Et ce n'est pas parce qu'on considère qu'une mesure dérogatoire est une dépense fiscale qu'elle est condamnée à disparaître, hein. C'est simplement qu'elle est étudiée et que les différentes alternatives sont étudiées. Je voudrais ajouter quelque chose, si vous permettez. Bien sûr, vas-y Ismaïla. Voilà, donc toujours sur ce rapport-là, moi je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons intérêt à intégrer, comment dirais-je, les exonérations d'ordre social, à les sortir, pardon, du système fiscal de référence. Parce que tout simplement, aujourd'hui, la mise en œuvre de ces exonérations induit un gaspillage. On a des problèmes de ciblage, on l'a vu, et elles bénéficient la plupart du temps, en tout cas, aux couches les plus aisées. Donc,
Si on veut gagner en efficacité, moi je pense qu'il faut les sortir du système fiscal de référence, donc les considérer comme de la dépense fiscale, pour pouvoir suivre, avoir au moins des données qui pourront à terme être utilisées pour faire de bonnes études, voir un peu quelles sont les alternatives qui pourraient être prises à la place. Parce que, évidemment, aujourd'hui, nos pays ont des insuffisances, des limites, je dirais, en termes de protection sociale, ce qui complique un peu les choses pour recourir à l'alternative des subventions, en tout cas des prestations sociales. Mais néanmoins, je pense qu'il faudrait considérer ça comme de la dépense, et comme l'a dit Émilie, ça ne veut pas dire tout de suite qu'on va rationaliser, mais on pourrait s'inscrire dans une dynamique de moins long terme pour trouver une solution à ce gaspillage qui est induit par ces exonérations d'ordre social en raison du manque de ciblage. Voilà. Merci beaucoup. Émilie, il y a d'autres questions qu'on peut... Oui, tout à fait. Il y en a d'autres. Je ne fais pas perdre de temps. Il y a la question de l'exonération de l'aide projet qui est apparue. Est-ce que cette exonération de l'aide projet constitue une dépense fiscale et faudrait-il financer taxes compris? Je ne sais pas, Anne-Marie, ce que tu penses de cette question. J'ai envie de demander à Benoît ce qu'elle en pense elle aussi, mais j'ai peut-être... Non, de notre point de vue, c'est une dépense fiscale dans la mesure où c'est une perte de recettes pour l'État, parce que même dans les pays où il existe des prises en charge qui sont faites par l'État, soit c'est des prises en charge par des dotations qui sont quelquefois insuffisantes ou par des mécanismes de paiement comme ça existe dans certains pays, c'est une perte de recettes, parce que les recettes qui sont collectées quand il y a une prise en charge, c'est souvent des recettes d'ordre. Et les recettes d'ordre ne doivent pas être considérées sur le même plan que les recettes cash. Donc, automatiquement, on peut dire que l'exonération, la non-fiscalisation de l'aide projet devrait être considérée comme une dépense fiscale. Et en tout cas, il est évident qu'il est vraiment utile d'en mesurer le coût pour savoir exactement ce que ça représente. Je peux dire qu'actuellement, il y a des lignes directrices qui sont en train d'être réfléchies et qu'on va produire au niveau des Nations Unies et qui vont essayer de voir comment on peut justement favoriser la fiscalisation de l'aide projet, parce que c'est quelque chose qui va être progressif, mais il faut aller dans ce sens. Et c'est toujours très utile d'évaluer la dépense fiscale qui correspond, parce qu'il faut, ne serait-ce que par plus de transparence, et puis pour pouvoir en assurer aussi un suivi administratif. C'est très important pour les administrations, notamment l'administration des douanes, qui doit gérer ces mécanismes. Très bien, merci beaucoup Anne-Marie. Si vous voulez bien, je poursuis. Alors, il y avait une question sur l'intérêt de la comparaison au sein d'une intégration régionale, mais M. Abasso Traoré a déjà donné pas mal d'éléments de réponse. Donc, peut-être cette question-ci, peut-on parler de rationalisation de la dépense fiscale dès lors qu'on admet qu'elle consiste en une démarche non exempte de subjectivité car dépendante d'arbitrage et de choix politiques? Je pense que c'est assez approprié à la présentation d'Anne-Marie sur la démarche de la rationalisation, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre, sinon, peut être intéressé par cette question de la subjectivité, des choix politiques, rationalisation. Moi, je pense que Ismaïla a certainement une expérience de terrain. Tu veux répondre, Ismaïla, ou... Évidemment, c'est subjectif, mais tous les choix politiques sont bien subjectifs. sûr, voilà, donc tout choix politique, naturellement, mais je pense que la notion de rationalisation ici voudrait tout simplement qu'on recherche l'efficacité, voire l'efficience. Et ce qu'on voudrait dire, il y a des choix politiques qui, malheureusement, ne sont pas adossés à des évaluations ex ante. Par exemple, avant la mise en œuvre d'une mesure de dépense fiscale, il aurait été souhaitable que les pouvoirs publics procèdent à une évaluation ex ante pour voir un peu est-ce que la mesure permettrait d'atteindre les objectifs économiques ou sociaux qui sont poursuivis. Bon, cela ne suffit pas bien sûr, mais au moins il y a ce premier préalable. Ensuite, dans la mise en œuvre de la mesure aussi, il va falloir s'arrêter à un certain moment, faire le bilan pour voir est-ce que justement les objectifs sont atteints ou pas. Ce qui fait que malgré qu'il s'agit d'un choix politique, il faudrait nécessairement toujours rechercher l'efficacité. Donc, à un certain moment, on fait une évaluation, par exemple, au titre d'un exercice budgétaire, appelons-le X, et on se rend compte que
la mesure ne permet plus d'atteindre les objectifs, il va falloir tout simplement retirer la mesure, à mon avis. Ou bien alors, elle permet d'atteindre les objectifs, mais on se rend compte qu'il y a une autre mesure à côté, donc une alternative qui est plus efficiente, plus efficace, disons, donc qui permet d'atteindre l'objectif à moindre coût, par exemple. Donc, le fait qu'il s'agisse d'un choix politique subjectif ou pas, à mon avis, cela n'empêche pas qu'on parle de rationalisation parce que la rationalisation repose sur la notion d'efficacité, de recherche donc de l'efficience. Émilie, on peut peut-être répondre à une ou deux questions encore avant de terminer parce que l'heure tourne. Oui, tout à fait. Alors, une question que j'ai trouvée aussi assez intéressante, c'est comment évaluer les coûts des administrations fiscales pour la gestion des exonérations et autres avantages fiscaux. Donc, comment est-ce qu'on évalue en fait le coût supplémentaire qu'on n'évalue pas d'ailleurs traditionnellement quand on fait l'évaluation du coût budgétaire des dépenses fiscales? Comment est-ce qu'on peut évaluer ce coût supplémentaire pour les administrations qui est à la charge des administrations fiscales dans la gestion de ces dépenses fiscales? Bon, de manière générale, je crois que les administrations calculent le coût de gestion de l'impôt de manière globale et probablement qu'ils intègrent dedans tous les cadres qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans la question des exonérations fiscales. Je ne connais pas à ma connaissance de cas spécifiques où on aurait évalué le coût de gestion des exonérations fiscales. Par contre, je connais des cas où on calcule le coût de gestion de l'impôt, vu globalement, par ressources humaines intervenantes, etc. Donc, j'imagine que c'est intégré globalement à l'intérieur. Enfin, moi, c'est à ma connaissance. Hein. Peut-être que les collègues ont des exemples. Oui, par exemple, pour compléter toujours, s'il y a un service qui est dédié à la gestion des dépenses fiscales, des exonérations, on pourrait tout simplement utiliser par exemple les éléments de salaire, de rémunération, mais également tout ce qui est logistique, ordinateur et autres. Mais s'il y a plusieurs intervenants, parce qu'il y a des agents qui font des tâches mixtes, donc s'il y a des tâches qui relèvent de l'évaluation des dépenses fiscales à côté d'autres tâches qui relèvent d'autres questions, mais là, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir trouver une clé de répartition un peu entre les éléments de coût. Mais comme l'a dit Ali, dans la pratique, c'est très rare de voir une administration qui calcule. Bon, mais tout le monde en parle. On sait que c'est des coûts de gestion additionnels, de gestion administrative. J'ajouterais aussi que c'est des coûts de gestion aussi pour le contribuable qui bénéficie d'une exonération parce que lui aussi, il doit avoir à faire des démarches administratives qui sont quelquefois pesantes. Ça peut d'ailleurs être un argument pour inciter les bailleurs de fonds à payer leurs taxes plutôt qu'à fonctionner sur des exonérations. Oui, allô, Anne-Marie? Oui, Abasso? Oui, juste pour revenir sur la question des moyens pour rationaliser les dépenses fiscales. Je pense que déjà, ce qui est important, c'est de connaître le coût budgétaire. Là, beaucoup de gens y sont engagés. Maintenant, dans une démarche régionale, hein, comme ce qui se passe chez nous, on pourrait, dans un proche avenir, fixer des ratios, déterminer des ratios, des montants ou des indicateurs à respecter par tous les pays. Et ça peut être un moyen, une direction, ça peut être un cap qui est donné aux États pour se conformer. Mais on ne peut fixer de ratio que lorsqu'on est sûr que tout le monde évalue de la même manière et que le recensement est exhaustif et la technique utilisée est bonne et pratiquement la même chose. En ce moment, on pourrait dire n'est pas dépassé 3% du PIB, n'est pas dépassé 2% du PIB, n'est pas, en matière de TVA, n'est pas dépassé 8% des recettes fiscales, etc., etc. Mais déjà, c'est pourquoi je pense qu'en amont, ce qui est important, c'est que les États s'aguerrissent dans la technique d'évaluation. Tant que nous ne serons pas sûrs que c'est bien évalué, bien calculé, toutes les mesures qui viendront en aval seront pas très justes certainement si on y regarde de près. Donc, je pense que dans la démarche, il faut renforcer la capacité des administrations fiscales. Il faut que le politique prenne la question, non pas comme une question anecdotique, hein, comme un effet de mode. C'est une notion qui est en train de courir un peu partout maintenant. Il ne faut pas en faire un gadget. Il faut le prendre au sérieux,
impliquer la représentation nationale qui vote le budget. Mais quand elle vote le budget, il faut qu'elle regarde vraiment le budget, qu'elle voit ce qui est dedans. Qu'est-ce qu'on est en train de donner aux entreprises, aux ménages, qu'est-ce que ça rapporte? Si nous faisons cet exercice, nous pouvons voir qu'il y a des dépenses fiscales maintenant, comme tout ce qui concerne le carburant dans nos États. Vous voyez bien que les exonérations dans le carburant, quand vous y regardez de près, si on regarde à froid, si nous faisons une analyse à froid, nous verrons que les bénéficiaires, les plus grands consommateurs de carburant, ce ne sont pas les couches les plus défavorisées. Mais il faut avoir le courage de poser ces questions. Ce n'est pas les gros cylindriques qui consomment 60 litres par semaine, ce n'est pas les motos. Hein. Ensuite, quand vous voyez les consommations d'eau et d'électricité, si nous dépassionnons le débat et nous nous posons à froid, vous verrez que ceux qui n'ont pas l'eau courante, ils ne bénéficient pas de cette exonération. Donc, c'est déjà des questions qu'on peut poser sur la table tranquillement, sans passion, et faire des progrès en termes de rationalisation. Mais il faut que la question soit prise en charge par les décideurs, vraiment de manière sereine, quoi. Voilà ce que je voulais ajouter pour approfondir le débat. Bien, mais c'est quasiment une conclusion, Abasso. Je crois que d'ailleurs que ça sera la conclusion. Donc, on retient que l'importance de la phase évaluation, mais tout en sachant que cette phase d'évaluation n'est que le début du processus, parce que l'objectif final, c'est de rationaliser, et que de la rationalisation de ces dépenses fiscales, ça demande beaucoup de débats, ça demande de la communication. C'est effectivement, et c'est ce qu'on peut dire, c'est un processus politique, et que pour ça, eh bien, il faut de l'éducation, de l'habileté, mais en amont, il faut quand même beaucoup de techniques. Et je crois que l'orientation prise en Afrique de l'Ouest et dans d'autres pays comme au Cameroun, par exemple, ou en Haïti, ça a été vraiment d'insister sur la démarche rigoureuse qu'il faut avoir dans la première étape, qui est celle de l'évaluation du coût budgétaire. Bon, ben écoutez, je vous remercie tous. Je crois qu'on a largement dépassé les délais d'1h40 qui nous avaient été fixés par notre technique. C'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré du temps à ce webinaire, de nous avoir écoutés, ceux qui nous ont écoutés. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées, mais sachez que dans le cadre de la plateforme, nous aurons vraisemblablement un autre webinaire avant la fin de l'année et que nous ne manquerons pas de communiquer sur ce prochain événement. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci.